Bonjour à tous, ceux qui sont présents dans la salle aujourd'hui et ceux qui nous regardent via les enregistrements sur le web. Et donc bienvenue à ce 6e cours du cycle Programmer égale démontrer. Et aujourd'hui on va parler de théorèmes gratuits, pas au sens acte gratuit, mais au sens que leur démonstration ne coûte pas cher du tout. Et un peu plus techniquement, donc, de la théorie de la paramétricité et d'un outil sémantique puissant qui s'appelle les relations logiques. Mais alors, on va commencer par un petit quiz. Donc, on est dans le lambda calcul polymorphe et on se demande quels sont des termes qui ont les types suivants et même quels sont tous les termes qui ont les types suivants. Alors, on commence par pour tout x, x. Et donc, je vous aide, on pense vraiment très fort qu'il n'y a aucun terme de ce type. Parce que sinon, par l'isomorphisme de Curie-Howard, ça voudrait dire que la logique correspondante au lambda calcul polymorphe est incohérente. Toutes les démonstrations, toutes les propositions seraient vraies. Maintenant, pour tout x, x flèche x. Alors, on reconnaît le type de l'identité polymorphe, la fonction qui prend un petit x de n'importe quel type et le renvoie. Et si on réfléchit un petit peu, on a l'impression qu'il n'y en a pas vraiment d'autres, des fonctions de ce type. Alors bien sûr, on peut par exemple appliquer l'identité à l'identité, ce qui va nous redonner l'identité, mais modulo calcul, c'est toujours la même fonction, l'identité. Et puis pourquoi il n'y en a pas d'autres? On se dit que comment renvoyer une valeur de type x, d'un type inconnu? La seule valeur de ce type x qu'on a sous la main, c'est celle qu'on a reçue en argument. Et on n'a pas vraiment de moyen de tirer de notre chapeau une autre valeur. Donc on a l'impression qu'il n'y a que l'identité. Maintenant, pour tout x, x flèche int, ou n'importe quel type de base. Donc là, bien sûr, il y a des fonctions constantes qui ont ce type, fonctions qui renvoient toujours 0, toujours 1, toujours 2. Et là aussi, on se dit qu'il n'y en a pas d'autres, parce que la fonction, d'une certaine manière, elle ne peut rien faire avec son argument x. Elle ne peut pas tester, par exemple, est-ce que x vaut 3 ou est-ce que x est le booléen true, parce que le type l'interdit. C'est un type inconnu, ce grand x. Et donc, la fonction ne pouvant pas tester son argument, elle est forcément constante. Bon. Un petit dernier pour la route. Donc, pour tout x, x flèche x flèche x. Donc ça, on sait qu'il y a les booléens dans le collage de Church là-dedans. Donc la fonction qui prend x, y et renvoie x, et puis l'autre, celle qui prend x, y et renvoie y. Et là encore, on se dit que c'est difficile de faire autre chose parce que les seules valeurs de type x qu'on a sous la main, c'est celles des deux paramètres, x et y. Donc on est bien obligé d'envoyer l'une ou l'autre. Bon. Et une des questions qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment montrer qu'il n'y a pas d'autres termes clos et en forme normale de ces types que ceux qu'on a mentionnés. Alors un peu plus loin, donc les fameux théorèmes gratuits, c'est le titre d'un article qui a fait beaucoup de bruit de Philippe Wadler en 91. Et donc Wadler affirme que, donc là on est toujours dans le système F et on se donne un type des listes. Donc T étoile c'est le type des listes dont les éléments sont de type T. Et Wadler au début de son article affirme que les équations suivantes sont toujours vraies. Alors par exemple je vais vous en lire une. Alors, par exemple, disons que grand F, c'est la fonction list.reverse, celle qui retourne une liste, change l'ordre des éléments d'une liste. Et ce que dit cette propriété de commutation, c'est que si vous avez une liste X, vous changez l'ordre et puis vous appliquez point à point une fonction petit f. C'est la même chose que d'appliquer point à point sur chaque élément de X la fonction f, puis de changer l'ordre. D'accord ? Donc, plus généralement, en gros, toute permutation devrait vérifier cette équation. Et ce que dit Wadler, c'est qu'en fait, toute fonction qui a ce type, donc le type de list reverse, le type d'une permutation, le type de plein d'autres fonctions, donc toute fonction qui a ce type vérifie cette équation. Et cette équation, donc c'est un théorème gratuit, il suffit de regarder le type de la fonction, et paf, on sait que l'équation est vraie. Alors dans le même ordre d'idée, il y en a plein d'autres. Par exemple, cette équation-là est vraie si G, c'est la concaténation de deux listes, le list.append de la bibliothèque de Camel. D'accord ? Parce que concaténer deux listes, puis appliquer f point à point, c'est la même chose que d'appliquer f point à point sur les deux listes, puis de les concaténer. Mais encore une fois, c'est vrai en fait pour toutes les fonctions G qui ont le bon type. De même, là on a la fonction h on peut penser à concat, celle qui prend une liste de listes et qui les concatène les unes derrière les autres. Là aussi on a une commutation, et là aussi en fait elle est vraie pour toutes les fonctions de ce type.
Puis la dernière avec le phi, donc si phi c'est list.filter, la fonction qui sélectionne dans une liste les éléments qui satisfont un prédicat P. En fait, c'est la même chose d'abord de transformer les éléments par F, puis de filtrer par P, ou directement, c'est vrai ce que j'ai écrit là ? Oui, c'est vrai, de filtrer et mapper par F rond P. J'en suis pas très sûr. J'ai dû faire une erreur dans le transparent. Il manque un map F quelque part. Et donc, plus généralement, on peut montrer ces équations à la main pour une fonction particulière. F égale rev, ou G égale append, ou H égale concat. Et la question, c'est comment on les montre pour toutes les fonctions qui ont ces types. Alors, encore une autre motivation qui peut sembler éloignée, mais qui en fait est reliée. Donc, c'est une petite fable due à John Reynolds. Donc, il imagine à l'université où, donc, en licence, il y a tellement d'étudiants pour le cours d'analyse complexe qu'il faut les couper en deux groupes d'élèves, deux classes, avec deux enseignants différents. Et donc, au premier cours, le professeur Descartes dit qu'un nombre complexe, c'est un couple de deux nombres réels, de deux coordonnées dans le plan, une représentation cartésienne, et il définit les fonctions de base sur les complexes, l'injection de R dans C, le I, l'addition, la multiplication, l'inverse, le conjugué, le module. Et puis, dans la salle d'à côté, le professeur Bessel dit qu'un nombre complexe, c'est un réel positif ou nul et un réel, donc une distance et un angle, une représentation polaire, et il définit les mêmes opérations. Et puis, au cours d'après, il y a une erreur, l'affichage des salles, et en fait, les deux groupes d'élèves sont intervertis. Et pourtant, le cours se déroule parfaitement, donc ni Descartes ni Bessel ne commettent d'erreurs mathématiques, alors même que les élèves les jugent sur les définitions qu'a introduit l'autre. Alors pourquoi ça marche ? Qu'est-ce qui empêche Descartes et Bessel de se tromper ? C'est qu'à partir de deuxième cours, ils traitent les nombres complexes comme ce que nous, informaticiens, on appelle un type abstrait. C'est juste un nom, C, et des opérations sur ce type. Les deux professeurs s'interdisent d'aller voir la représentation concrète des nombres complexes qu'ils ont introduites au premier cours. Par exemple, de projeter la première composante de leur couple. Parce que là, on observerait une différence. Pour Descartes, la première projection du nombre I, c'est 0, et pour Bessel, c'est 1. Et donc la morale que John Reynolds offre pour cette fable, c'est que une structure de type, c'est une discipline syntaxique pour garantir un certain niveau d'abstraction. Et ici, la discipline syntaxique, c'est que les deux professeurs s'interdisent d'aller de faire appel à la définition du complexe, de l'ensemble des complexes qu'ils ont introduites au début. Et le niveau d'abstraction, c'est que les mêmes propriétés des nombres complexes sont vraies dans les deux représentations. Et alors le lien entre les deux, donc abstraction de type et puis polymorphisme à la manière de système F, c'est, comme l'avait observé Reynolds précédemment en 1974, un moyen d'exprimer ce que c'est qu'un type abstrait, c'est de rendre ses utilisateurs polymorphes en le nom de ce type. Et en fait, dans l'exemple des nombres complexes, on peut voir les étudiants comme des fonctions polymorphes. C'est des fonctions qui, pour tout type C, c'est juste un nom, si on leur donne un enregistrement avec des opérations dessus, donc l'injection de R dans C, l'élément I qui est de type C, etc., ils vont calculer quelque chose à la fin. Mais comme le type C est une variable de type pour les étudiants, le seul moyen de construire et d'utiliser des valeurs du type C, c'est via les opérations fournies en argument. Et donc, c'est ça en fait la paramétricité. Donc la paramétricité, c'est une intuition. Le polymorphisme dit paramétrique, au sens que si vous avez une fonction polymorphe et vous l'instanciez sur deux types différents, elle continue à implémenter le même algorithme. Elle ne peut pas tester dynamiquement, en particulier, quel est le x qu'on lui a passé en argument. Donc forcément, c'est le même algorithme qui est implémenté à deux types différents. Et l'intuition duale, en termes de type abstrait, c'est que donc les types abstraits sont indépendants de la représentation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux implémentations d'un même type abstrait qui peuvent être très différentes en termes de deux types concrets, de représentations concrètes différentes, et pourtant, le seul moyen de les distinguer, c'est via les constantes et les opérations fournies sur ce type.
Après, donc, la paramétricité, ça vient avec une technique de raisonnement, cet outil qui s'appelle les relations logiques, qu'on va voir dans quelques minutes, et qui, intuitivement, ça revient à interpréter des types par des relations entre les valeurs de ce type. Et enfin, diverses applications, donc les fameux théorèmes gratuits, qui sont vrais pour toutes les fonctions qui ont un certain type. Certains résultats de non-habitation, ou le fait que des types sont vides, comme pour tout x, il n'y a pas de valeur de ce type, le type n'est pas habité. On peut s'aider de ça pour construire des isomorphismes, par exemple entre les collages fonctionnels et des types algébriques. Et il y a encore plein d'autres applications qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Mais commençons donc par les relations logiques, cet outil sémantique. Alors, le terme, la notion, a été introduite par Gordon Plotkin en 1973, puis affinée en 1980. Donc, Plotkin cherche à caractériser quelles fonctions sont définissables dans le lambda calcul pur ou le lambda calcul simplement typé, auquel on ajoute éventuellement des constantes. Par exemple, donc on se met dans le cas simplement typé, on se donne un type de base, petit o, qu'on peut penser comme étant les booléens, et puis on va l'interpréter, dans une sémantique dénotationnelle, par un ensemble grand O à deux éléments, VF, vrai, faux. Et donc, le type syntaxique petit o est interprété par l'ensemble grand O, et puis du coup, quand vous avez un type de fonction, T1 flèche T2, vous pouvez l'interpréter comme un ensemble de fonctions qui vont de l'ensemble T1 dans l'ensemble T2. Bon. Et donc le genre de question que se pose Plotkin, c'est par exemple quelles sont les fonctions ensemblistes, donc de grand O dans grand O, que l'on peut définir par des lambda termes. Et par exemple, si on n'ajoute pas de constante dans le lambda terme, on peut définir l'identité, parce que lambda x, ça vous donne la fonction qui a V associe V et F associe F, mais rien d'autre. En revanche, si vous ajoutez des constantes, V et F, dans la syntaxe du langage, alors on peut en plus définir des fonctions constantes, qui envoient toujours V ou toujours F, mais on ne peut toujours pas définir la négation. Donc voilà le genre de résultat qu'il veut prouver. Et pour ça, son idée, c'est d'exploiter le fait que les fonctions qui sont définissables par un lambda terme satisfont toutes certaines relations. Des relations qui sont compatibles avec l'abstraction et l'application de fonctions, et que Plotkin appelle des relations logiques. Et alors la définition formelle, donc une relation logique à n arguments, c'est en fait une famille de relations indexées par un type. Donc chaque relation porte sur n éléments de type T, enfin de l'interprétation du type T. Et la propriété donc, qui caractérise les relations logiques, c'est que pour un type flèche, T flèche S, vos fonctions f1 et fn sont reliées si et seulement si, quand vous les appliquez à des arguments x1, xn qui sont reliés au type T, vous obtenez des résultats f1, x1, fn, xn qui sont reliés au type S. Et en d'autres termes, deux fonctions sont reliées, si et seulement si, elles envoient des éléments reliés sur des résultats reliés. C'est une intuition vraiment très simple. Et alors après, on est libre de définir la relation comme on veut sur les types de base, petit o. Et une fois qu'on l'a définie sur les types de base, en fait, elle est définie sur tous les types, juste par récurrence sur le type, parce que vous voyez que la définition de R au type T flèche S fait appel à R à des types plus petits, T et S. Donc la définition est bien fondée par récurrence sur le type. Et alors en pratique, on utilise les cas n égale 1 et n égale 2, donc des relations à un argument ou à deux arguments. Une relation à un argument, c'est un prédicat. C'est juste un prédicat, un sous-ensemble de grand O, si vous voulez, qui s'étend aux fonctions. Et le cas qui va nous intéresser le plus, c'est la relation logique binaire, donc, où on va relier donc, soit deux éléments au type O, et là on choisit ça comme on veut, et on va relier deux fonctions, si et seulement si elles envoient des arguments reliés sur des résultats reliés. Et alors de la même manière qu'on a interprété les types par des ensembles, on peut interpréter les termes par des éléments de ces ensembles. C'est une sémantique dénotationnelle très très simple. Alors on a besoin d'un petit environnement ρ qui nous dit comment interpréter chacune des variables dans le terme. Et donc l'interprétation de x, ça va être ρ de x, bien sûr. L'interprétation d'une fonction du lambda calcul, ça va être une fonction ensembliste qui a une valeur v de l'argument, vous donne la dénotation de m dans ρ où en plus x est interprétée par v. Et l'application dans le lambda calcul va être interprétée par l'application ensembliste, l'application de fonctions mathématiques. Et donc ce que dit le théorème fondamental des relations logiques, c'est que si un terme est bien typé au type T, et que vous l'interprétez dans deux environnements reliés, alors les interprétations sont reliées.
Donc deux environnements reliés, c'est ρ1, ρ2, tels que ρ1 de x, ρ2 de x sont en relation au type gamma de x. Et gamma étant les hypothèses de typage. Et donc, on a que les deux interprétations de M dans ρ1 et dans ρ2 sont reliées au type T. Et alors, un corollaire, qui est très utile en pratique, mais qui a l'air presque tautologique, c'est que si votre type est clos, donc du coup, il n'a même pas besoin d'un environnement pour être interprété, si votre type est clos et de type T, alors sa dénotation est reliée à elle-même au type T. Alors ça a l'air d'être une manière compliquée de dire qu'un terme est égal à lui-même, mais en fait non. Parce que par exemple, imaginez qu'on ait une fonction f de O dans O définissable, donc qui est la dénotation d'un terme M. Et donc une telle fonction, elle doit être reliée à elle-même au type O flèche O. D'accord ? Et ça, ce que ça veut dire que pour tout x1, x2 qui sont reliés au type O, elle doit produire des résultats qui sont reliés au type O. Et ça, c'est très intéressant parce que maintenant, on peut jouer sur qu'est-ce qui est relié à quoi au type O pour montrer les résultats de définissabilité ou de non-définissabilité de tout à l'heure. Par exemple, on va dire qu'au type O, V est relié à F et rien d'autre. Et du coup, ça montre que la fonction constante f de x égale V ne peut pas être définie, puisque x1, x2, donc on prend x1 égale V, x2 égale F. D'accord ? Donc c'est bien dans R de O. Maintenant, on calcule f de V, f de F. Là, c'est V, V, et ça n'est pas dans l'interprétation de O. D'accord ? Donc ça contredit ce théorème. Le même, la fonction constante f de x égale grand F ne peut pas être définie, puisque le couple f, f n'est pas dans l'interprétation de O. Et la négation ne peut pas être définie non plus, puisqu'elle envoie V et F sur F et V, qui n'est pas dans l'interprétation de O. Donc voilà le genre de résultat que Plotkin obtient avec cette notion de relation logique. Alors après, donc, il y a eu quelques variantes, en particulier Richard Statman, qui a reformulé tout ça sans référence à un modèle ensembliste, juste en lambda calcul. Donc on peut voir les relations comme des relations entre lambda termes, modulo bêta équivalence, et encore une fois, donc, au type de base, on l'a défini comme on veut. Au type flèche, on les définit en disant que si on a n arguments reliés, alors leurs applications, mais cette fois-là juste des applications du lambda calcul, sont reliées. Et en fait, ce nom de théorème fondamental des relations logiques vient de Statman. Et alors, il y a un lien avec la normalisation forte, c'est-à-dire démontrer que tous les termes bien typés terminent forcément. Il n'y a pas de séquence infinie de réduction depuis un terme bien typé. Et donc la remarque de Statman dans son article, c'est que en fait, une des démonstrations classiques de normalisation forte pour le lambda calcul simplement typé, celle de Tate en 67, est un cas particulier de relation logique unaire, donc de prédicat logique. Donc l'approche introduite par Tate, c'est de définir pour chaque type T un ensemble RED de T de termes, ce qu'il appelle les termes réductibles. Mais c'est juste donc une récurrence sur le type T. Et donc au type de base, c'est un ensemble de termes M, alors on peut dire même un ensemble de termes M qui a le type O, qui sont fortement normalisables. Puis après, on veut, pour les types de fonctions, ce n'est pas suffisant de dire qu'un terme de type fonction est fortement normalisant, parce qu'on veut aussi dire que, et quand on l'applique à quelque chose, ça va terminer aussi. Et donc les termes réductibles de type T flèche S sont des fonctions M, telles que pour tout argument réductible de T, l'application Mn est réductible de S. D'accord ? Donc c'est un peu l'idée d'une fonction qui, quand on lui donne un argument qui termine. Et donc on démontre ensuite deux choses, que si M est clos de type T, alors M appartient à l'ensemble RED de T, et que tous les M appartenant à un RED de T sont fortement normalisables. D'accord ? Donc c'est QFD. Et la remarque de Statman, c'est juste que RED est une relation logique. C'est exactement l'équation en fait, des relations logiques unaires. Et donc, la partie petit 1 en fait, découle du théorème fondamental des relations logiques. Il n'y a même pas besoin de le démontrer spécifiquement. Alors, l'étape d'après, c'est John Reynolds, donc c'est un certain article de 83 qui commence par la fable des deux professeurs, Descartes et Bessel. Et donc Reynolds observe qu'avec des relations logiques, on peut raisonner sur un type abstrait et ses multiples implémentations. Un type abstrait qui a deux implémentations différentes, comme les complexes.
il faut simplement permettre à un même nom de type abstrait d'être interprété par deux ensembles différents. Et donc là, c'est ce que j'ai noté avec des indices 1 et 2. Donc pour chaque type, on va lui donner deux interprétations différentes. Alors, bon, le type R des réels, disons, on va l'interpréter par l'ensemble grand R des réels dans les deux cas, mais pour le nom C des complexes, on va l'interpréter dans un cas par des nombres complexes cartésiens, donc un produit de deux réels, et dans l'autre cas par une représentation polaire, donc R plus croix R. Et puis, ça s'étend au type de fonction comme d'habitude. Et du coup, on peut toujours dire qu'une relation logique binaire, c'est une famille de relations RT, mais cette fois-là qui mettent en relation des éléments de l'interprétation 1 de T avec l'interprétation 2 de T. D'accord ? Mais la propriété essentielle, deux fonctions sont reliées si elles envoient des arguments reliés sur des résultats reliés, est toujours la même. Et le théorème fondamental reste vrai. Si vous interprétez un terme bien typé dans des environnements reliés, vous obtenez des dénotations qui sont reliées au type T. Et l'application, pour les nombres complexes par exemple, donc on prend pour gamma la signature des opérations des nombres complexes, d'accord ? On a une constante inch qui a le type R flèche C, on a une constante I qui a le type C, etc., etc. Et les deux implémentations, polaires et cartésiennes, en fait, ce sont deux environnements, ρ1 et ρ2, qui envoient ces noms sur leur définition. Par exemple, dans ρ1, le nom I est envoyé sur la paire 0,1, représentation cartésienne, n'est-ce pas ? Et dans l'autre cas, I est envoyé sur 1, pi sur 2. Et puis, on définit nos relations logiques au type de base. Donc, pour les réels, c'est l'égalité. Pour les complexes, un complexe cartésien XY est égal à un complexe, est relié, pas égal, est relié à un complexe polaire Rθ si X c'est R cos θ et Y c'est R sin θ, d'accord ? Et donc c'est ça qui définit la relation logique sur le type C. Et avec ça, il suffit de montrer que les opérations des deux représentations sont bien reliées. Donc pour toute opération, elles sont bien reliées à leur type. Par exemple, au type C, la définition de I qui est dans ρ1 ici est bien reliée à la définition de I qui est dans ρ2 là. D'accord ? Bon, il faut faire le calcul, hein. Il y a un petit peu de démonstration à faire. Même chose, si vous injectez deux réels par ces deux injections, deux réels égaux, reliés, donc égaux, si vous injectez un réel par ces deux injections, vous obtenez deux complexes reliés par cette relation. Faire un petit peu attention à bien distinguer égalité, être égal et être relié. Et une fois qu'on a fait ça, le théorème fondamental nous donne une garantie très forte. Tous les calculs qui renvoient à un résultat final de type R, par exemple, ou d'un type de base, autre que C, donnent les mêmes résultats avec les deux implémentations des nombres complexes. D'accord ? Parce qu'ils donnent des résultats qui sont reliés au type R, et être relié au type R, c'est être égal. Et donc, plus généralement, si vous avez deux implémentations d'un type abstrait, et que vous avez montré qu'elles sont reliées par une relation logique, alors elles seront observationnellement équivalentes. Aucun utilisateur ne pourra les distinguer. L'utilisateur bien typé ne pourra les distinguer, et ce, même si leurs types de représentation sont différents. Alors l'étape d'après, dans l'article de Reynolds de 83, Types, Abstraction and Parametric Polymorphism, c'est Parametric Polymorphism. Donc Reynolds tente d'étendre les relations logiques au lambda calcul polymorphe, le système F de Girard. Et comme bien d'autres qui étudient ce système, il tombe sur le problème de l'imprédicativité du système F. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc, prédicatif, ça veut dire en gros être bien stratifié, être certain de ne pas avoir de définition circulaire. Et il y a une certaine circularité dans le système F, qui est qu'un terme de type polymorphe, comme par exemple pour tout x point t, peut être instancié sur n'importe quel type, en remplaçant x par n'importe quel type t', y compris t' égale le type de départ, pour tout x point t. D'accord ? Et par exemple, si vous avez l'identité polymorphe qui a ce type, vous pouvez la spécialiser sur son propre type et l'appliquer à elle-même, et vous obtenez à nouveau quelque chose du même type. D'accord ? Donc on n'est pas très loin de paradoxe à la Russell, où est-ce qu'un ensemble appartient à lui-même, ou des choses comme ça, ou du lambda calcul pur aussi, on peut appliquer les choses à soi-même, mais souvent ça fait de la non-terminaison, enfin en tout cas c'est plus difficile.
Et en particulier, on ne peut pas modéliser un type pour tout x pointé dans une sémantique dénotationnelle juste en disant ben, c'est l'intersection de toutes les interprétations, de toutes les instantiations. Parce que dans cette intersection, sur tous les t', il y a un t' qui est pour tout x pointé, et donc dans cette expression, le membre gauche apparaît dans le membre droit. Ce n'est pas une définition. Et même chose si on veut définir naïvement comme ça les relations logiques sur un type polymorphe. Et encore une fois, on repense en termes de normalisation forte. Girard, en 1972, quand il a introduit et étudié le système F, il avait rencontré exactement le même problème pour montrer la normalisation forte de F. Une extension naïve de la méthode de réductibilité, là aussi, ça donne une définition circulaire de ce que c'est que l'ensemble des termes réductibles de type pour tout x pointé. D'accord ? Ce n'est pas l'ensemble des termes réductibles pour toutes les instantiations de t. Et l'idée géniale de Girard, c'est de dire qu'en fait, il faut, dans la sémantique, interpréter les variables de type grand X, pas seulement par des types syntaxiques T', donc par les ensembles raids de T' pour un certain type T', mais par une classe plus large d'ensembles. Et c'est ce qu'il appelle les candidats de réductibilité. Alors, il y a des conditions un petit peu techniques pour un ensemble U de termes. C'est un candidat de réductibilité si, alors déjà, il faut que tous les termes soient fortement normalisables, et il faut que l'ensemble soit fermé par bêta expansion, et il y a aussi certaines bêta réductions pour lesquelles il doit être fermé. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, c'est très bien expliqué dans le livre de Girard Lafont-Taylor. Mais l'important, c'est que donc maintenant, pour définir l'ensemble RAID d'un type associé à un type, on a aussi un environnement phi qui, à chaque variable de type, nous donne un candidat de réductibilité qui va le servir à l'interpréter. Donc pas forcément un type syntaxique, ça peut être plus grand ou plus compliqué. Et donc les premiers cas sont les mêmes qu'avant. Pour un type de base, c'est un ensemble de termes des termes fortement normalisables. Pour un type flèche, c'est l'ensemble des fonctions qui envoient des arguments de RAID T phi dans des résultats dans RAID de S phi. L'ensemble RAID X associé à une variable de type X, c'est ce que phi nous dit. Et l'ensemble RAID pour tout xt, c'est l'ensemble des termes tels que pour toute instantiation T' et pour tout candidat, tout ensemble de termes de type T' qui est un candidat d'inductibilité, l'instanciation M de T' est dans RAID de T où on a interprété X par R. Donc, d'une certaine manière, on se met à quantifier sur un ensemble beaucoup plus grand d'interprétations possibles de X, mais du coup, la définition n'est plus circulaire. Vous pouvez vérifier qu'elle est parfaitement bien fondée par récurrence sur la structure du type. Et on a toutes les bonnes propriétés. Donc, si un ensemble M est RAID et réductible, alors M est fortement normalisable. Les raids de T et de phi sont des candidats de réductibilité, et si un terme M clos à un type T, alors M est dans l'ensemble raid de T et de phi pour tout phi. Voilà. Donc ça, c'était l'astuce de Girard pour contourner ce problème d'imprédicativité dans le cas de la normalisation. Et la même idée s'applique pour les relations logiques. Donc là aussi, on veut interpréter les variables de type X par des relations sémantiques qui vont être prises dans un ensemble beaucoup plus grand que juste les relations syntaxiques, les R de T où T est un type. Et donc là aussi, on se donne un phi supplémentaire, un paramètre phi supplémentaire qui, à chaque type, variable de type, va nous dire comment on l'interprète, par quelle relation il est interprété. Vous le voyez ici. Et pour un type polymorphe, on va dire que x1 et x2 sont reliés à ce type polymorphe si, pour toute interprétation U de X, X1 et X2 sont reliés au type T. Donc ça, c'est l'intuition, et elle est correcte, modulo qu'on a encore besoin d'un modèle pour les types et les termes du système F, et on doit aussi déterminer cet ensemble U des relations sémantiques, un peu l'équivalent des candidats de réductibilité de Girard, de manière un peu plus générale. Alors c'est là que les ennuis commencent, et que je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, parce que on peut penser à un modèle ensembliste un peu naïf pour le système F, comme on l'a fait pour le lambda calcul simplement typé, mais c'est impossible, pour des raisons de cardinalité. On tombe sur des équations entre ensembles
qui n'ont clairement pas le même cardinal. Et ça, donc Reynolds l'a même démontré en 1994, il n'y a pas de modèle du polymorphisme dans la théorie des ensembles. Alors on peut utiliser des domaines de Scott, donc il y a de nombreux auteurs qui ont fait ça. Et du coup, les relations U, il faut qu'elles soient admissibles, c'est-à-dire fermées par limite, ce qui est une condition assez normale dans les domaines de Scott. Donc ça marche, mais ce n'est pas très satisfaisant. Les domaines de Scott, ça a été fait pour interpréter la non-terminaison. Donc qu'est-ce que ça veut dire, les fonctions qui divergent? Or, justement, il n'y en a pas dans le système F. Donc, de cette manière, on est en train d'employer un outil un peu à côté, peut-être. Et donc ça a beaucoup déplu à Girard, en particulier, qui, lui et d'autres, sont allés chercher des modèles catégoriques tout à fait différents, les espaces cohérents, par exemple. Après, on peut aussi faire des approches purement syntaxiques, à la manière de Statman. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Où là, on oublie toutes ces questions de modèles et de sémantique dénotationnelle, on fait juste des lambda termes. Et là, donc, nos relations U doivent être fermées par bêta-expansion et par équivalence observationnelle. Donc il y a un bon traitement de ça dans le textbook de Harper. Et puis, c'est ce qu'on va faire à la fin du cours, on peut plonger tout ça, à la fois le système F et les relations logiques, dans une seule théorie des types. Et on va voir que ça nous résout beaucoup de problèmes. Mais en attendant, on va quand même revenir sur les applications et les théorèmes gratuits. Donc, admettons donc qu'une définition comme ça tient la route et qu'on a le théorème fondamental des relations logiques. Tout terme clos est relié à lui-même. Et voyons ce qu'on peut faire avec ça. Par exemple, montrons que le type pour tout xx est vide. Supposons qu'on a un terme clos M de ce type. Et donc, par le théorème fondamental, sa dénotation, son interprétation, est reliée à elle-même au type pour tout xx. Et donc, ça veut dire que la dénotation de M est reliée à elle-même à toute interprétation du type x. Donc, on va choisir une interprétation intelligente, qui nous est utile. On va interpréter grand X par la relation vide, celle qui ne met rien en relation avec quoi que ce soit. Et donc, le terme M est en relation avec lui-même au type X dans un environnement où X est interprété par la relation vide. Et donc, ça veut dire que le terme M est relié à lui-même dans la relation vide, ce qui est impossible, la relation est vide. Et donc, ce terme M n'existe pas. D'accord ? Alors ça, c'est un schéma de raisonnement après qu'on peut itérer, et répéter et raffiner sur différents types. Alors, on va en faire quelques-uns ensemble. Alors, regardons maintenant pour tout x, x flèche x. D'accord ? Donc, on suppose qu'on a un terme de ce type, grand M. Et maintenant, donc, on se donne un type petit t et une valeur x dans la dénotation de t. Et donc, ce qu'on veut montrer, c'est que la dénotation de M appliquée à x est égale à x. Donc, la dénotation de M, vue comme une fonction des ensembles, dans les ensembles, c'est l'identité. Donc encore une fois, par le théorème fondamental, la dénotation de M est reliée à elle-même au type pour tout x, x flèche x. On interprète x par la relation, le type x par cette relation, qui relie petit x à petit x et rien d'autre. Donc le petit x, c'est celui qu'on s'est donné là-haut. Et donc, on obtient que pour tous arguments y1 et y2 qui sont dans cette relation, leurs images par M sont dans cette relation. Alors, bien sûr, on prend y1 égale y2 égale petit x. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'on peut prendre vu notre définition de cet ensemble. Et donc, on obtient que l'image de x et l'image de x sont reliées par grand X, et donc que l'image de x, c'est petit x. D'accord, forcément. Et maintenant, ça vaut pour tout x. Et pour tout t. Donc, la dénotation, c'est la fonction identité. Et alors après, suivant les modèles que vous avez pris, vous pouvez ou non en déduire que grand M est, à bêta état réduction près, égal à grand lambda x, petit lambda x point x, x. Ça peut être vrai, on aimerait que ce soit vrai, et dans la plupart des modèles c'est vrai, mais ce n'est pas forcément vrai. En tout cas, ce qui est absolument vrai, c'est que la dénotation de M se comporte toujours comme la fonction identité. Allez, un cran plus loin, pour tout x, x flèche x, les booléens de Church. Donc là, pour nous aider, on va prendre un type de base, bool, deux éléments, v et f. On suppose un terme, grand M de ce type. Et on se donne un type t, deux valeurs xy de ce type.
Et on va interpréter x par la relation. Alors cette fois-là, c'est une relation qui va mettre en correspondance des éléments au type T et des éléments au type boole. D'accord ? Donc des paires d'un T et d'un boole. Donc la paire de x est de vrai et de y est de faux. Donc là, encore une fois, on a le théorème fondamental qui nous dit que si on applique m à des arguments reliés, 2 à 2, alors on est dans x. Alors les arguments U2 et V2, c'est forcément V ou F, donc on prend U2 égale V, V2 égale F, ce qui force que U1 est forcément X, d'accord, et que V1 est forcément Y, vu la définition. Et donc on obtient que M appliqué à X et Y et M appliqué à V et F sont reliés. Mais ça, il n'y a que deux possibilités. Soit MVF c'est V, et dans ce cas-là MXY c'est X, soit MVF c'est F, et MXY, c'est Y. D'accord ? Et ça, c'est vrai pour tout X et pour tout Y. Donc, d'une certaine manière, il suffit de tester la fonction M au type boole et avec les arguments V et F, d'observer si le résultat c'est V ou c'est F. Dans le premier cas, on sait que M, c'est forcément le premier booléen de Church, d'accord ? Lambda X, lambda Y, X. Et dans le deuxième cas, on sait que c'est forcément le deuxième booléen, lambda X, lambda Y, Y, et il n'y a rien d'autre. Alors, une autre manière de mener ces raisonnements, parfois un peu plus facile à employer, c'est, au lieu d'employer des relations, on peut employer des graphes de fonctions, des relations fonctionnelles. Donc, si vous avez une fonction d'un ensemble A dans un ensemble B, vous pouvez interpréter une variable de type x par le graphe de la fonction. Donc, l'ensemble des paires AB, tel que B est égal à f de A. D'accord ? Donc deux éléments x, y sont reliés au type x, si et seulement si, y égale f de x. Maintenant, deux fonctions g et h sont reliées au type x flèche x, si et seulement si, il faut faire un petit peu de calcul, mais si et seulement si, elles commutent. Enfin, il y a cette propriété de commutation. H de f de x, c'est la même chose que f de g de x. Deux fonctions gh sont reliées au type x flèche x, si, de même. Il y a cette autre propriété de commutation. H de f de x et de f de y, c'est f de g de x et de y. Ça découle juste des relations logiques et de la forme très particulière de ces relations. Et c'est avec ça, en fait... Ah oui, pardon. Donc c'est avec ça qu'on peut montrer des résultats à la Wadler, des théorèmes gratuits à la Wadler, ce qu'on va faire au transparent d'après. Mais ça nous donne aussi une démonstration peut-être un petit peu plus simple de ce qu'on vient de faire, là, quelles sont les valeurs du type pour tout x, x flèche x flèche x. Parce que, donc, interprétons x par le graphe d'une fonction f. On obtient cette propriété de commutation. Pour tout x pour tout y, m, la dénotation de m appliquée à f de x et à f de y, c'est f appliqué à m de xy. Et donc, là, on peut justement choisir comme fonction f une fonction des booléens dans T, qui envoie v sur x et f sur y. D'accord ? Et donc, il nous vient que m de xy, qui est la même chose que m de f de v, f de f, c'est la même chose que f de m de v et de f. Et donc, c'est soit x si mvf c'est v, soit y si mvf c'est f. Donc, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure de manière peut-être un petit peu plus intuitive. Et alors, pour faire des théorèmes gratuits à la Wadler, on a besoin d'étendre les relations logiques sur des types de données, par exemple les produits, les sommes et les listes. Bon, ce n'est pas très compliqué. Deux couples sont reliés au type T croix S si leurs premières composantes sont reliées au type T, leurs deuxièmes composantes au type S. Deux listes sont reliées au type liste de T, T étoile, si elles ont la même longueur et leurs éléments sont 2 à 2 reliés au type T. D'accord ? Et du coup, les théorèmes gratuits de Wadler sur les listes se déduisent facilement du théorème fondamental et des relations fonctionnelles. Parce que, par exemple, celle-ci, d'accord, en fait, on observe simplement que si x est interprété par la relation fonctionnelle f, alors la relation au type x étoile, liste de x, en fait, c'est la relation fonctionnelle associée à map de f, la fonction qui applique f point à point sur une liste. Et donc là, on retrouve exactement cette propriété de commutation. Donc f commute avec, grand F commute avec map de petit f. Et même chose pour les autres, les autres exemples.
Et allez, un petit dernier pour la route, parce que celui-là est un peu plus difficile, et en particulier, je ne sais pas le faire juste avec des relations fonctionnelles. Donc ça, c'est le type, si vous vous souvenez, des entiers naturels de Church. D'accord, donc c'est ce que vous obtenez quand vous codez le type des naturels de booléen, de Peano, 0 au successeur, dans le système F. Donc c'est pour tout x, x flèche x. Donc moralement, ça correspond au cas de base 0, et ça correspond au cas récursif successeur. Et donc comment on raisonne là-dessus? On se donne un type de base, nat, avec des valeurs 0, 1, 2, et puis un successeur, interprété par les entiers naturels, par exemple. Et donc on se donne un type t, une fonction f de t dans t, un élément a de t. On interprète le type x par la relation 0 est associé à a, 1 est associé à f de a, 2 est associé à f de a, n est associé à f itéré n fois appliqué à a. Alors cette interprétation elle est intéressante parce que la fonction successeur et la fonction f sont reliées au type x flèche x. Parce que si vous avez n et x dans cet ensemble, n est de la forme f, x est de la forme f puissance n de a, et donc successeur de n f de x c'est n plus 1 f puissance n plus 1 de a, et c'est bien dans l'ensemble, à nouveau. D'accord ? Et donc, par le théorème fondamental des relations logiques, m de 0 est le successeur, qui est juste un calcul au type nat, et m de a et de f, qui est un calcul au type t, sont reliés et sont dans cet ensemble x bar. Et donc, m appliqué à a et à f, c'est toujours f puissance n de a, et le n, le nombre de fois qu'on itère f, est déterminé entièrement par l'application de m à 0 et à suc. D'accord ? Donc là encore, on applique la fonction sur les naturels à 0 et à suc, ça nous renvoie à un naturel n, et maintenant on sait que m est dénotationnellement égal au nème entier de Church. Alors en fait, ça c'est un cas particulier d'un résultat plus général, qui est que... donc si vous vous souvenez, on a vu comment tout type inductif, pas juste les entiers naturels, peut se coder dans le système F, sous forme de fonctions polymorphes, qui représente en fait l'éliminateur, le principe de raisonnement par cas et de récursion. Et donc, dans l'exemple précédent, on a montré que le codage fonctionnel des entiers naturels est bien isomorphe aux entiers naturels. Toutes les valeurs du type codage fonctionnel des entiers naturels sont bien l'image d'un entier par le codage. Et en fait, ce résultat s'étend au codage fonctionnel de tous les types inductifs. Alors, la démonstration générale est un peu abstraite, donc je ne vais pas vous la montrer. Mais par exemple, vous pouvez essayer de montrer que ce type, pour tout x a flèche b flèche x, pour a et b donnés, est isomorphe au produit a croix b. Alors, je ne sais pas si... Bon, je suis un petit peu en retard, mais je vais quand même vous montrer ça rapidement. Donc c'est un résultat assez étonnant aussi, sur la syntaxe abstraite d'ordre supérieur. C'est quelque chose que j'ai déjà mentionné, mais que je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment expliquer, donc je vais prendre quelques minutes de plus pour le faire. Maintenant, pour représenter dans un programme, un compilateur, un vérificateur de type, un assistant à la preuve, pour représenter les termes qui contiennent des variables et des lieurs, donc des x et puis des pour tout x, des lambda x. Il y a essentiellement deux choix. Le premier, syntaxe abstraite du premier ordre, où on représente les variables explicitement. Et puis la syntaxe abstraite d'ordre supérieur, Higher Order Abstract Syntax, HOAS, où on utilise en fait le lambda du langage hôte, le fait que le langage hôte a des fonctions comme valeur de première classe, pour coder les variables et les lieurs. Alors un exemple va clarifier ça, j'espère. Donc si vous avez juste le lambda calcul pur, vous vous souvenez, il y a des variables, des lambdas et des applications. Un codage au premier ordre va avoir trois constructeurs, variables, lambda, application. Et par exemple, ça c'est une représentation avec des indices de Debrun, donc on utilise des entiers pour représenter les variables. Mais l'important c'est qu'il y a trois cas, dont un pour les variables. Avec une représentation en HOAS, à l'ordre supérieur, l'application c'est toujours 2 lambda, mais le lambda en fait ça prend une fonction camel par exemple, des lambdas dans les lambdas. Et c'est ça, en fait, qui représente à la fois les variables et l'effet de substituer la variable dans le corps de la fonction, pour faire simple. Alors, ça pose des problèmes. Dans un langage comme OCaml, il y a beaucoup d'expressions de type lam qui ne représentent pas un lambda terme. D'accord ? Parce que dans ce type lam, flèche lam, vous avez vraiment plein de fonctions.
Par exemple, ici, vous pourriez dire, ben, je prends deux variables x et y, puis je regarde la tête de x. Si x est un lambda, une lambda abstraction, je renvoie x, et si c'est une application, je renvoie y. Donc ça, c'est un espèce de terme qui ressemble à un booléen de Church, mais qui n'est pas un booléen de Church, qui est justement pas paramétrique, pas comme on veut. Et donc, la grande question pour utiliser HOS, c'est comment on élimine ces termes dits exotiques, qui ne représentent pas des vrais lambda termes. Et une conjecture de 2008, Washburn et Weyrich, c'est que si on prend un codage fonctionnel de ce type algébrique, alors c'est même pas un type inductif, à cause de l'occurrence négative, si on prend un codage fonctionnel de genre système F de ce type inductif, donc qui a ce type, qui est un petit peu compliqué, mais ça c'est le constructeur lam et ça c'est le constructeur app, eh bien, il ne contient pas de tel terme exotique, parce que justement il est paramétrique en x, et donc d'une certaine manière il ne peut pas tester sur la forme, comme on est en train de le faire ici, sur la forme qu'a quelque chose. Et donc ça a été démontré l'année d'après par Hatke. Et donc il démontre que ce type est bien isomorphe, alors non pas aux termes, à tous les termes algébriques de cette signature-là, donc à tous les termes en indice de Debrun, mais ce qui est encore mieux, aux termes clos, aux termes qui ont des indices de Debrun, mais pas de variables libres. Et c'est un très joli résultat qui, pour être tout à fait honnête, demande des relations logiques un petit peu plus sophistiquées que celles qu'on a vues, donc des relations logiques de Kripke. Mais si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à l'article de Hatke qui est très joli. Bien. Et donc pour finir, la dernière partie de ce cours, c'est essayer maintenant de réexprimer la paramétricité dans une théorie des types. Alors pourquoi ça ? C'est un peu une réponse à la question générale, quelle logique pour parler de paramétricité ? Donc jusqu'ici, on l'a fait de manière très traditionnelle, on utilise la logique mathématique usuelle, avec des ensembles. Et donc, il nous faut un modèle qui interprète les types et les termes du langage de programmation, système F, dans cette logique, avec des ensembles et tout. Et on a vu que pour système F, ça n'allait pas de soi. Alors il y a une autre possibilité qui est de dire on va développer une logique sur mesure pour raisonner sur les termes du système F et sur leurs relations, et sur leurs relations logiques. Et donc c'est ce qu'ont fait par exemple Abadi et Plotkin dans cet article, Logic for Parametric Polymorphism. Et du coup, le théorème fondamental des relations logiques, c'est un axiome de la logique, et puis quand on prouve que la logique est cohérente, on va démontrer l'axiome, d'une certaine manière. Mais la troisième possibilité qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'elle est très Curie-Howard dans l'esprit, c'est d'utiliser un formalisme unifié, une théorie des types, un pure type system, dans lequel on peut décrire à la fois notre langage de programmation typé polymorphe, système F ou des variantes, et sa logique de paramétricité. D'accord ? Et donc ça, cette idée brillante, elle apparaît dans les travaux de Bernardi et ses co-auteurs vers 2010, et aussi dans la thèse de Marc Lasson sur réalisabilité et paramétricité. Alors un petit rappel peut-être sur les pure type systems, quelque chose qu'on a vu à la fin du deuxième cours, donc à la fin de la première semaine de cours. Polymorphisme à tous les étages, et j'ai cru comprendre que j'étais allé un peu vite. Donc l'idée d'un pure type system, c'est d'effacer la distinction syntaxique quant aux termes et types qu'on a dans le système F et ailleurs, parce que c'est un peu compliqué. Donc de dire, on va plonger tous les termes dans cette grammaire très simple. On a des variables, des lambda abstractions, des applications. On a un outil pour former des types qui est le pi, donc qui forme des types dépendants de fonctions. Des fonctions de A dans B, sauf que B peut dépendre de la valeur X de type A. Et puis, on a des univers qui vont quand même nous stratifier un peu tout ça et empêcher des absurdités. Et donc oui, je disais que le pi généralise la flèche. Effectivement, A flèche B, c'est comme un pi où le X n'apparaît pas dans B. Et dans ce cas général, après, on peut jouer justement sur l'ensemble U des univers et les relations entre univers A et R, celles qui nous disent quel univers appartient à quel univers et quel type pi on a le droit de former. Et donc, comment est-ce qu'on encode la paramétricité dans un PTS ? Alors, un petit peu de notation. Donc, pour chaque variable x, on va avoir besoin de deux nouvelles variables, x1 et x2, et qui vont notamment nous servir, quand on a un terme A, à en faire deux clones, A1 et A2, donc en remplaçant les variables x libres par x1 ou par x2. D'accord ? Donc ça va être des termes qui ont exactement la même forme, sauf que les variables libres sont un peu différentes, ce qui va nous permettre, par exemple, de leur donner des types différents.
Et donc l'intuition du codage de Bernardi et de ses co-auteurs, c'est que quand vous avez un terme A qui dénote un type, donc un terme A qui est du type un univers U, ça va devenir une relation entre A1 et A2, donc entre les deux clones de notre type A. Et alors le U-tilde, c'est l'interprétation de la sorte U. Mais vous pouvez vraiment faire ça comme une relation, d'accord? Ça prend deux choses, et puis ça vous renvoie moralement vrai ou faux, une proposition. Bon. Et ça va avoir la forme générale d'une relation logique, la compatibilité avec les fonctions, les lambdas et les applications. Et maintenant, que deviennent les termes? A, qui est de type B, qui est un type, donc qui est de type U. Donc A, normalement, c'est un terme. Et bien chaque terme va devenir une preuve que la relation B relie A1 et A2. D'accord, les deux variantes du terme A. Et donc, la traduction de A, ça va être un élément du type traduction de B appliquée à A1 et A2. Et en particulier, donc, quand A et B sont clos, le terme et le type sont clos, A1 et A2, c'est la même chose que A, il n'y a pas de variable libre, donc il n'y a pas de renommage. Et on obtient donc que la traduction de A est un terme de type traduction de B appliqué à A et à A. Et ça, c'est exactement le théorème fondamental des relations logiques. Ce type, si vous le voyez comme une proposition, d'accord, A est relié à A par la traduction de B. Cette proposition, elle est vraie, parce que ce type, il est habité. On a un terme de preuve. Donc c'est l'idée. Alors après, bon, l'article est un petit peu plus technique, parce que d'abord, il traite les relations NR, donc nous, on a déjà simplifié pour n égale 2. Et puis, bon, il faut s'habituer à ce que c'est que les pi-types, d'accord? Donc, par exemple, pour définir la traduction d'un pi-type, ce n'est pas absolument immédiat, mais on peut s'aider en disant, bon, il y a le cas particulier, c'est les fonctions, donc un pi-type non dépendant. Et donc, on sait, en gros, ce qu'on doit exprimer, c'est que les deux fonctions f1 et f2 envoient des arguments qui sont reliés au type A sur des résultats qui sont reliés au type B. L'autre cas particulier, c'est le pourtour du système F, qui est codé ici sous la forme pi, pardon, c'est plutôt pi x de point étoile B. Et donc là, on sait qu'en gros, il faut dire qu'on peut interpréter x par n'importe quelle relation entre x. Du coup, on interprète x par deux types, x1 et x2, qui sont des variables de type, et une relation qu'on va encore appeler x entre x1 et x2. Et il faut donc que les instantiations f1, f2 à x1 et à x2 soient reliées. Du coup, on obtient le cas général. C'est à peu près la seule chose qu'on peut écrire. C'est juste pas super intuitif à lire, mais bon. Donc deux fonctions dépendantes avec des types dépendants sont reliées. f1 et f2 sont reliées. Si, quand on les applique à des arguments x1 de type 1, x2 de type AE, et pour lesquels la relation A, x1, x2 est habitée par x, alors ils sont reliés. Et puis, du coup, on est un peu forcé sur comment on doit traduire les variables par elles-mêmes et comment on doit traduire les univers, presque par des fonctions constantes, pardon, des relations constantes. Non, des fonctions constantes. Et après, la traduction des lambdas et des applications découle assez naturellement. Donc, une lambda, ça devient une lambda à trois paramètres. Un x1 de type A1, ça c'est la première interprétation. Un x2 de type A2, c'est la deuxième interprétation. Un x qui est une relation, qui montre que, en fait, qui est une preuve, qui montre que x1 et x2 sont bien en relation. Et on obtient un B. Et du coup, quand on applique A à B, ça revient à appliquer l'interprétation de A aux deux arguments B1 et B2 et à la preuve, traduction de B, qui sont reliés. Voilà. Et donc, chaque variable libre, c'est trois variables, deux interprétations x1, x2, une relation, un terme de preuve x. Donc, on peut traduire les contextes et on peut énoncer et démontrer le théorème fondamental, qui est très joli. D'accord, si, sous les hypothèses gamma, A est de type B, alors, ayant traduit gamma, la traduction de A habite le fait que la traduction de B relie A1 et A2. Et on a le corollaire pour les termes clos. Et donc ça, on retrouve les résultats sur le système F. On dit simplement que la traduction de la sorte étoile, c'est propre. Et donc du coup, un type A de la sorte étoile devient une relation A1, A2, flèche propre. Après, on peut aller plus loin. Donc on obtient des extensions gratuites, si on peut dire. Par exemple, on obtient f oméga. Alors rappelez-vous, f oméga, c'est f, on rajoute les constructeurs de types, des fonctions des types dans les types, comme list, encore une fonction des types dans les types. Et donc un constructeur de type comme list, ça devient un transformateur de relations.
Ça fait un peu mal à la tête. Mais donc l'idée, c'est que si vous avez deux constructeurs de type F1 et F2, et une relation au type, entre les types X1 et X2, vous avez une relation entre F1 X1 et F2 X2, qui sont deux types. Bon. Ça marche aussi pour les types dépendants, donc autre extension de système F. Maintenant, on peut former des fonctions, des termes dans les types, comme dans LF. Et par exemple, le prédicat even, qui vous dit, vous lui donnez un entier naturel et il vous renvoie un type, d'une certaine manière, qui est en gros soit vrai, soit faux, enfin une proposition logique. Bon, je vais un peu vite parce que c'est juste purement technique. Et puis, alors comme d'habitude, il y a quelques subtilités sur la traduction des univers. Alors en général, on peut traduire les univers à l'identique, ce qui est assez sympathique. Puis dans la traduction, on a besoin de quelques univers en plus, mais c'est purement technique. Et dans un système très prédicatif comme Agda, donc il y a une hiérarchie d'univers, 7.0 qui est dans l'univers 7.1, qui lui-même est dans l'univers 7.2, qui est lui-même dans l'univers 7.3. C'est le seul choix possible. Alors en code, c'est plus compliqué comme d'habitude, donc on a un univers propre, qui est un prédicatif, qu'on aime bien utiliser pour représenter tout ce qui est justement énoncé logique, et non pas calcul. Donc les calculs, c'est plutôt la hiérarchie, 7, qui est la même chose que type de niveau 0, qui est dans l'univers type 1, qui est l'univers type 2. Et donc on aurait envie de traduire les sortes par prop, pour que les relations qu'on obtient par traduction d'un type soient des vraies relations, soient deux choses qui vont dans A1 flèche A2 vers dans prop, ce qui est la représentation usuelle de relations en coq, au lieu de A1 flèche A2 flèche type. Et alors c'est possible pour les petits univers, prop et set, mais pas pour les univers plus grands, parce que il y aurait une contradiction sur la règle de typage. Bon, donc voilà, donc il y a des petites chinoiseries techniques au niveau des univers, mais sinon le résultat est extrêmement général et extrêmement élégant. Et alors, la dernière remarque ou observation que je voulais partager avec vous là-dessus, donc c'est une observation qui, je crois, est due à Marc Lasson dans son travail de thèse, qui est que la paramétricité est anti-classique. Alors ça sonne, ça claque assez fort, mais l'idée, enfin une question qu'on peut se poser, donc il y a la logique intuitionniste, vous vous souvenez, à laquelle on peut ajouter certains axiomes pour obtenir des axiomes classiques, pour obtenir la logique classique, et on pense que ça n'introduit pas d'incohérence. D'accord ? En revanche, si vous prenez une logique intuitionniste ou un PTS, et puis que vous ajoutez le théorème fondamental des relations logiques, alors soit comme axiome, soit en le démontrant par un codage comme ici, et que vous ajoutez les axiomes classiques, ben ça ne marche plus. Vous avez des incohérences. Donc en ce sens, il y a une incompatibilité entre paramétricité et axiome classique. Ou encore en d'autres termes, la logique classique n'est pas vraiment paramétrique. Quelque chose qui... Voilà. Et alors on peut le voir assez facilement en considérant certaines lois classiques et en regardant les types qui leur correspondent. Par exemple, le tiers exclu, pour tout P, P ou non P, c'est le type pour tout X plus, somme disjointe, X flèche bottom, où bottom c'est un type vide, pour tout Y, Y par exemple. Vous avez la loi de Peirce, qui est pour tout X et tout Y, X flèche Y, flèche X, flèche X. Et puis, vous avez l'élimination de la double négation. Si non, non, X, alors X. C'est-à-dire, si X implique faux, alors X. Et donc, supposons qu'il existe un terme A qui a pour type la relation logique d'un de ces types grand A. C'est un témoin de la relation logique pour grand A. Eh bien, on dérive assez facilement une contradiction. Par exemple, pour l'élimination de la double négation, alors on va interpréter le type X par deux types quelconques et par la relation qui est fausse partout. C'est vraiment une interprétation très simple. Donc, si vous avez maintenant deux fonctions f1 et f2 qui ont ce type-là, évidemment, quand vous les appliquez à x1 et x2, la relation est fausse, elle est fausse partout. En revanche, x1 et x2 sont bien reliés à ce type. Parce qu'en fait, à ce type, n'importe quoi est relié avec n'importe quoi, que grand X soit vide ou non.
Et ça c'est vraiment étrange. Mais bon, vous tapez ça en Coq, vous faites auto, et Coq dit d'accord. Donc vraiment, ce type, la double négation de X est très étrange, en fait. Il est toujours habité. Non, pardon. Donc, soit il est habité ou il n'est pas habité, mais quand il est habité par des choses qui sont toutes reliées. Bon. Et donc, donc c'est pas possible, d'accord. Cette relation entre F1 et F2 est fausse, ce qui contredit le théorème fondamental des relations logiques. Donc, il n'y a pas de terme du type grand A qui est ici. Et on peut faire la même chose pour tous les autres axiomes classiques. Voilà, donc il est temps que je conclue. Et en fait, ça va être une conclusion extrêmement ouverte, parce que aujourd'hui, on a juste vu les principes de base de la paramétricité, mais c'est un domaine de recherche encore très actif. Quand vous allez dans des congrès comme Popol en langage de programmation ou LIX en logique pour l'informatique, et vous avez à peu près chaque année au moins un article qui dit paramétricité ceci, paramétricité cela. Et c'est assez incroyable en fait à quel point cette intuition, c'est simple, peut s'appliquer dans plein de... et s'étendre. Alors, quelques extensions, plus ou moins récentes. Jusqu'ici, donc, on a travaillé avec des langages fortement normalisants, langage de calcul simplement typé, système F, F oméga, etc., PTS. Et en fait, si vous avez, par exemple, la récursion générale ou d'autres formes de non-terminaison, la théorie s'applique encore. Simplement, les théorèmes gratuits sont plus faibles. Parce que, par exemple, bottom, donc un calcul qui ne termine pas, appartient à tous les types. Et donc, oui, pour tout xx est habité. Maintenant, il y a une valeur dedans, un programme de ce type, et ainsi de suite. Et il y a un joli article de Pitts, notamment, qui étudie ça, en gros, sur PCF, avec des types polymorphes. Alors après, rappelez-vous, ce qui fait marcher les relations logiques, c'est qu'on peut les définir par récurrence sur le type. Et donc, une relation au type T est toujours définie par les relations à des types plus petits. Alors malheureusement, il y a des cas où ça casse. Par exemple, si vous avez des types récursifs généraux, mais aussi si vous avez des références, des états mutables, et que dans les références, vous pouvez mettre des fonctions. Et là, il se passe des choses très étranges. Et essentiellement, il devient impossible de fonder la famille de relations RT par récurrence sur le type T. Mais il faut juste tenir bon et trouver d'autres principes de bonne fondation, comme le step indexing, le comptage de pas, dont on parlera à la rentrée, dans le cours du 9 janvier. Alors après, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute un peu de typage dynamique? Alors c'est contrasté. Si dans votre langage, vous avez un test dynamique de type, instance of de Java par exemple, est-ce que telle valeur est de tel type? Vous pouvez casser la paramétricité. Par exemple, si vous pouvez écrire, je ne sais pas, dans un langage comme Camel, lambda x, if x est instance of nat, donc appartient au type nat, alors j'envoie 1, sinon j'envoie 0. Ça vous donne une fonction de type pour tout x, x flèche nat, qui n'est pas constante, qui n'est pas paramétrique. Et donc toute la théorie est cassée. En revanche, il y a des formes un peu moins horribles de typage dynamique, comme le typage graduel, qui en fait préservent une partie des propriétés de paramétricité. Donc ça a été pas mal étudié, notamment par Amal Ahmed et ses co-auteurs. Et ça aussi, c'est un papier qui regarde autre chose. Si vous avez le instance of, mais que vous... Ça, c'est le poison. Et vous avez l'antidote, qui est une espèce de génération dynamique d'identité de type. Eh bien, vous pouvez préserver des propriétés d'abstraction et des propriétés de paramétricité. Alors après, il y a des liens avec l'égalité et la théorie homotopique des types. Donc ça, c'est quelque chose dont on parlera le 23 janvier, je crois, et qui essaye de répondre à la question c'est quoi l'égalité et comment quelles sont les bonnes notions d'égalité, il y en a plusieurs, et comment on les représente dans des théories des types. Et donc là, la question de l'égalité, elle apparaît quand on regarde un peu la contraposée du théorème fondamental. Donc vous avez deux termes clos M et N qui sont reliés à un type T. Est-ce que ça implique qu'ils sont égaux? Alors pour des types de base comme les naturels, la réponse est oui. Pour des types plus compliqués, des types de fonctions, des types polymorphes eux-mêmes, ça dépend du modèle. Donc, est-ce qu'on peut le démontrer? Ou si on ne peut pas le démontrer, est-ce qu'on peut le prendre en axiome? Est-ce que ça reste cohérent? Et c'est là qu'on voit apparaître des liens avec la théorie homotopique des types, et en particulier à cet article récent de Nuitz et ses co-auteurs, qui est très intéressant de ce point de vue.
Mais ce n'est pas fini, hein, il y en a encore. On peut s'intéresser au concept de paramétricité et d'invariance dans d'autres domaines, pas juste sur les langages de programmation. Donc la paramétricité de Reynolds, c'est l'invariance par changement de représentation, l'invariance des programmes par changement de certaines représentations des types de données. Mais des idées d'invariance par changement de X ou de Y, il y en a dans plein de domaines. Par exemple, je sais pas, en géométrie, l'invariance par translation, par rotation. Et donc, Bob Hatke, en particulier, s'intéresse beaucoup à des analogues de la paramétricité et des relations logiques et du théorème fondamental dans d'autres domaines. Et en particulier, elle a un papier assez extraordinaire, s'intéresse au théorème de Noether en physique fondamentale, enfin en physique théorique. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous le résumer en une phrase. Donc, c'est un théorème qui dit que si vous avez un système physique dont la description, les équations satisfont certaines propriétés d'invariance, alors il existe une grandeur physique qui est conservée pour ce système. Par exemple, en mécanique classique, si le Lagrangien est conservé par translation dans le temps, par décalage dans le temps, alors l'énergie du système est constante. Donc c'est un grand théorème de physique et Hatke, en fait, arrive à en faire un analogue, d'une certaine manière, en termes de types, des types qui justement parlent d'objets comme les Lagrangiens et de leurs propriétés, de leur dépendance. Donc vous voyez, ça nous emmène quand même assez loin. Cette notion abstraite de paramétricité a vraiment des instantiations, des concrétisations dans beaucoup de domaines. Et enfin, une petite dernière pour finir. Il y a aussi, un peu dans la même idée, des liens avec les différenciations formelles de programmes. Donc ça, c'est une transformation de programme. Enfin, vous prenez un programme numérique et vous produisez le programme qui calcule des dérivés. Comment l'entrée varie en fonction comment la sortie varie en fonction de l'entrée, ou même l'inverse aussi. Ça peut être des gradients, des choses comme ça. Et en fait, c'est une question, comment les programmes réagissent à un petit changement des valeurs d'entrée. Et en clignant bien des yeux, en plissant bien des yeux, on arrive à voir que c'est un peu la même chose que comment les programmes réagissent à un changement de représentation des données, qui est quelque chose où la théorie de la paramétricité s'applique. Voilà, donc on va arrêter là. Donc voilà quelques références si vous voulez aller plus loin. Et donc à 11h30, on reprend avec le séminaire de Guillaume Munch-Macchignoni, qui va parler de linéarité dans le typage et de gestion des ressources. Je vous remercie.